Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur Zawe TV. Les titres. Le capitaine des écureuils Stéphane Sessegnon ne jouera pas les 2 derniers matchs qualificatifs pour la CAN 2019. Des précisions dans cette édition. 2 requêtes pour violation de la Constitution par le président de la République ont été jugées par les 7 salles de la Cour constitutionnelle ce jour. Les détails dans un instant. Les universités privées agréées par le Bénin sont connues et celles qui doivent fermer les portes aussi. L'audience publique de la Cour constitutionnelle de ce jour a eu en haut dossier à son rôle des requêtes formulées par 2 citoyens béninois contre le président de la République au sujet de la Cour constitutionnelle relative à la violation de la Constitution. Suivez la présentation de la requête de Jean-Marie Noël Akpassé par le rapporteur Razaki Amouda Issifou. Par une requête en date à Cotonou du 10 novembre 2017, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle le 13 novembre 2017, sur le numéro 1885-316 REC 17, M. Jean-Marie Noël Akpassé, 01 BP 9775 Cotonou, forme devant la haute juridiction un recours contre le président de la République, M. Patrice Talon, pour violation des articles 3, 35, 53, 124 de la Constitution et 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Par une autre requête en date à Cotonou du 13 novembre 2017, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle le 16 novembre 2017, sur le numéro 1899-319 REC 17, M. Jean-Pierre Degué-Capot forme devant la haute juridiction un recours contre le président de la République, la direction de la communication de la présidente de la République, le gouvernement et ses structures décentralisées pour violation de l'article 124 de la Constitution. Synthèse des prétentions et moyens. M. Jean-Marie Noël Akpassé expose que la Cour constitutionnelle, dans sa décision DCC 17-057 du 9 mars 2017, a déclaré contraire à la Constitution la disposition des couleurs nationales telles que présentées sur les documents officiels. Que cependant, le président de la République, M. Patrice Talon, n'a pas cru devoir rectifier cette disposition des couleurs nationales déclarée contraire à la Constitution. Qu'ainsi, le président de la République, M. Patrice Talon, a méconnu les articles 3, 124 de la Constitution, 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et par conséquent 35 de la Constitution. Qu'en conséquence, il a violé son serment consacré par l'article 54 de la Constitution. Il demande à la haute juridiction de dire et juger que le président de la République, M. Patrice Talon, a violé les articles 3, 124 de la Constitution, 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et par conséquent les articles 35 et 53 de la Constitution. Le conseiller rapporteur de la Cour constitutionnelle a également présenté la requête pour violation de la Constitution formulée par Jean-Pierre Degué-Capot contre le président de la République. Pour sa part, M. Y. Jean-Pierre Degué-Capot soutient que la Cour constitutionnelle, dans sa décision DCC 17-057 du 9 mars 2017, a dit et jugé que la disposition des couleurs nationales telles que présentée sur les documents officiels n'est pas conforme à la Constitution, qu'étant garant de l'exécution des décisions de justice et ayant prêté serment, il devrait en tirer les conséquences et prendre toutes les dispositions pour l'exécuter avec la diligence nécessaire, conformément à l'article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Que ne l'ayant pas fait, il demande à la Cour de déclarer que le président de la République, le gouvernement et ses structures décentralisées ont violé l'article 104 de la Constitution. Et par conséquent, le président de la République a violé les articles 41, 53 et 59 de la Constitution. Les 2 recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour y être statués par une seule et même décision. Discussion. Au terme de l'article 124, alinéa 2 et 3 de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Par décision DCC 18-184 du 18 septembre 2018, la haute juridiction a dit et jugé que le fait pour une institution publique ou une structure privée
de puiser des éléments de l'emblème national pour composer son support visuel n'est pas contraire à la Constitution. Qu'en l'espèce, les supports querellés ne sont pas constitutifs de l'emblème national au sens de l'article 1er, tiré 3 de la Constitution. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur a animé une conférence de presse hier à l'Infosec de Cotonou. En cette période de rentrée académique et dans le contexte où certaines universités privées ont été fermées et d'autres interdites d'activité et encore d'autres autorisées, l'autorité est montée au créneau pour clarifier la situation de chaque établissement privé d'enseignement supérieur et publier la liste des établissements agréés par l'État béninois. Suivons un extrait des propos du professeur Dodi Amouzoui au micro de Abdelkader Achirou. Le 10 octobre, il y a eu la première session plénière du conseil consultatif qui est revenu sur tout le travail qui a été fait et qui a annoté et validé. Le 12 octobre, les résultats de cette première session plénière ont été présentés à l'autorité. Ce même 12 octobre, le conseil consultatif a recueilli les observations ainsi que les préoccupations de l'autorité. 4 jours plus tard, le 16 octobre, il y a une deuxième session du conseil consultatif pour l'étude et la prise en compte des préoccupations ainsi que des observations de l'autorité ministérielle. Compte en a été rendu à l'autorité qui à son tour a rendu compte à la haute autorité. Le 6 novembre, le Conseil des ministres a connu donc tout ce processus, tout ce travail et a validé, a sorti de recommandations et a instruit les divers ministres concernés à l'effet de la prise en compte et des diligences nécessaires à faire pour la publication et le respect scrupuleux des résultats ainsi validés. À partir de ce soir donc, les listes sont déjà affichées, ou les listes seront publiées grâce à vous jusqu'au 21 novembre. Peut-être un peu au-delà, on pourra accuser 2 jours pour que parviennent aux promoteurs les notifications. Donc, dans une période de 2 semaines, quelques jours, nous rentrons dans la phase des réclamations. Et je voudrais appeler l'attention des collègues promoteurs sur cette période très importante, extrêmement importante. Non pas de réouverture de dossier, mais de compréhension et de réclamation. Les jeux ne sont donc pas encore terminés. À partir du 21 novembre, il y aura la publication définitive de la liste et le début du processus de prise d'arrêté pour consacrer tout ça. Je voudrais réinsister sur la période de réclamation et m'adresser aux jeunes amis étudiants ainsi que aux parents d'étudiants et leur souhaiter une rentrée universitaire 2018-2019 très fructueuse. La situation des établissements privés d'enseignement supérieur était à l'ordre du jour du Conseil des ministres la veille, le mardi 6 novembre. Le Conseil des ministres de cette semaine a débattu du compte rendu de la session du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur du 10 octobre 2018. Je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur a été mis en place par le décret numéro 2008-818 du 31 décembre 2008 fixant les conditions générales de création et les régimes de fonctionnement des établissements privés de l'enseignement supérieur. Il a procédé à travers sa commission des agréments et des autorisations à l'étude des agréments à donner aux établissements privés d'enseignement supérieur EPES.
Cette étape est préalable à la publication, à la diligence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des listes annuelles des EPES pour le compte de l'année académique 2018-2019. Du rapport présenté au Conseil des ministres par la ministre chargée de l'Enseignement supérieur, il ressort des dossiers soumis à l'examen de la commission, les conclusions ci-après. Les établissements qui ont reçu l'avis favorable pour l'agrément sollicité sont provisoirement autorisés à poursuivre leurs activités. D'autres sont proposés à la fermeture en application de l'article 21 du décret 2008-818 du 31 décembre 2008, en raison notamment de l'absence de preuves relatives à leur fonctionnement ou non dûment constatées. D'autres encore sont suspendus et ne peuvent recruter en première année au titre de la rentrée universitaire 2018-2019. Enfin, les établissements qui n'ont pas cru devoir présenter leur dossier de demande d'agrément, alors même que les tests l'exigent, ne pourront plus y postuler. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés par la mise en œuvre de ces conclusions d'y veiller scrupuleusement. Hier, 7 novembre, a été célébrée la 26e édition de la Journée de l'écrivain africain, un événement commémoré par les auteurs du livre du Bénin en menant des réflexions relatives aux conditions de vie et de travail des écrivains, une réalité diversement appréciée par les intéressés. Quelques écrivains béninois se prononcent sur le sujet. La littérature africaine a évolué avec les thématiques, parce que les thématiques de 1992 ne sont pas exactement les mêmes thématiques qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des thématiques permanentes comme l'affirmation du noir, ce côté un peu dispersé, un peu désordonné de l'homme noir qui se revendique de plusieurs cultures et qui se perd un peu. Ça, c'est des thématiques permanentes. Il y a la mondialisation, il y a les merveilles des réseaux sociaux, avec cette mondialisation où on peut savoir ce qui se passe à New York en temps réel. Quel est le rôle, qu'est-ce que l'Africain il fait dans cette mondialisation-là? Est-ce qu'il a toujours envie de vraiment aller vivre en Occident comme avant, ou est-ce qu'il se contente déjà de regarder la Tour Eiffel sur l'Internet? Ça c'est autant de thématiques, autant de questions qui se posent à l'écrivain africain aujourd'hui. L'écrivain est éclaireur. Il est éclaireur, il est objecteur de conscience. Il est éveilleur de mentalité. Donc, normalement, sa voix porte. Et normalement, il se met du côté du peuple. Et comme on dit souvent qu'il est la voix des sans-voix. Mais dans la réalité africaine, ça ne se passe pas comme ça. Les personnes qui sont riches et qui font preuve de clinquant et d'apparat dans la société, avec de grosses voitures, de grandes maisons, sont plus prises au sérieux que les écrivains. Et ils sont plus invités que les écrivains. On verra rarement un écrivain dans une délégation poursuivre un président de la République. C'est déjà un signe. Donc, oui, dans la gouvernance, tout ce que l'écrivain peut faire, c'est continuer de dire ce qu'il a vu, continuer d'apporter la contradiction au niveau où tout le monde va la voir et tout le monde va se prononcer. À part ça, il faut que les pouvoirs publics donnent de la valeur aux écrivains. Et aussi, il faut que les écrivains ne se cachent pas derrière ce phénomène pour ne pas s'exprimer. Voyez, parce qu'à certains moments, bon, on veut bien prendre parti
mais on regarde autour de soi et puis on se dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être prudent? Ce qui n'est pas normal pour les intellectuels que prétendent être les écrivains. Mais il y a les bonnes intentions et puis il y a les réalités du terrain qu'il ne faut pas négliger. Les écrivains ont besoin d'être unis et soutenus. Et pour ça, bon, je vois venir le ministère de la Culture, le directeur des Arts et de Livres, et qui sont en train de mettre en œuvre plusieurs projets et qui sont de plus en plus présents lors des manifestations et qui veulent lancer un nouveau concours littéraire. Bon, s'il y a des concours littéraires, c'est qu'il y a des voix d'écrivains qui sont consacrées. Il y a des figures d'écrivains qu'on voit et qui peuvent peser dans le débat. Et pour ça, il faut qu'il ait de bonnes conditions de travail. Donc, c'est toute une boucle qui tourne et par rapport à laquelle les pouvoirs publics, parce que sans eux, il n'y a rien, les pouvoirs publics doivent s'investir pour que on puisse dire un jour que la littérature béninoise, la littérature africaine est un levier de développement. À l'occasion de cette journée, l'auteur du livre « La princesse du diable », Ian Collins, commente ici la désinvolture des jeunes vis-à-vis de la lecture et les mesures à prendre pour les y inciter. Autant la célébration de la journée de l'écrivain africain que toutes les autres initiatives qui rentrent dans le cadre de la promotion de la littérature, on ne peut que les accueillir favorablement quand on observe aujourd'hui le degré de divorce entre la lecture et le lecteur. Je veux dire, au-delà de tout le cérémonial, de tout l'aspect officiel, cette journée nous offre l'occasion de jeter un regard sur l'état du rapport livre-lecteur, du rapport entre ceux qui lisent et le livre, et de s'interroger sur la place du livre dans la société d'aujourd'hui et plus précisément de la place du livre dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui ne lisent plus que les œuvres qu'on leur impose à travers la liste officielle des œuvres au programme. Les jeunes d'aujourd'hui ne lisent pratiquement plus parce que la littérature ou la lecture a cessé d'être perçue comme une activité ludique, comme une passion. Et donc il y a un total désastre du côté de la passion pour la lecture, en dépit justement de toutes les activités qui sont initiées pour promouvoir la lecture, pour promouvoir la littérature. Parce que le constat est aujourd'hui flagrant, c'est qu'on a des activités qui naissent comme des champignons. On a diverses sortes d'initiatives qui ambitionnent d'aider les jeunes à revenir à la littérature. Le constat, c'est que, pour faire bref, quand on regarde toute la chaîne du livre, c'est-à-dire les auteurs, les éditeurs, les libraires, les lecteurs, on sent qu'il y a un vrai souci, une vraie prise de conscience de la part de tous les acteurs du livre, sauf le lecteur. C'est-à-dire que tout est mis en œuvre pour que le livre soit promu, pour que le livre ait une bonne visibilité, pour que le livre soit lu. Toutes les personnalités, les autorités à divers niveaux font chacun son travail, sauf le dernier maillon de la chaîne, le lecteur, qui pratiquement ne lit plus, au point où aujourd'hui, si vous demandez à un jeune c'est quoi un livre de chevet, il vous regarde comme si vous lui avez demandé, comme si vous lui parliez en chinois. Donc le constat, il est celui-là, c'est que toute la chaîne du livre est active, sauf le dernier maillon de la chaîne, le lecteur. Et c'est triste. Donc comme je le disais tantôt, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Il s'agit maintenant de se demander comment on fait, non plus pour attirer le livre, mais j'ai dit quelque chose en blaguant l'autre jour, pour contraindre les jeunes à se refamiliariser avec le livre. Je suis allé jusqu'à dire dans une discussion pour amuser les amis qu'il fallait peut-être créer une police du livre. Une idée idiote qui consistait à dire qu'il fallait peut-être arriver à arrêter les gens dans la rue et de leur demander quel est le livre de chevet qu'ils ont à la maison et de veiller à ce que chacun ait un livre de chevet. Parce qu'aujourd'hui, quand vous contraignez un enfant à prendre des médicaments, forcément ça ne lui fait pas du bien sur le coup, mais après à un certain moment, il vous dit avec ces médicaments, j'ai retrouvé la santé et il félicite. Donc je pense qu'il faut très idiotement, très bêtement entreprendre des actions draconiennes pour contraindre les jeunes à recourir vers cette passion.
je le dis, pas parce qu'ils ne percevront pas la chose bien, parce qu'au final, ils se diront, une fois qu'ils auront appris à redécouvrir le plaisir de lire, ils se diront, ben, peut-être c'était un mal pour un bien. Donc je vais dire quelque chose de très idiot. Peut-être qu'il faut sortir le foie, il faut sortir la lanière pour que les gens retournent au livre, simplement. Mauvaise nouvelle pour l'encadrement technique des écureuils du Bénin. Michel Dussueur ferait sans Stéphane Sesseyon non seulement lors du déplacement sur Bako dans 10 jours, mais aussi au dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 contre le Togo en mars prochain à Cotonou. Pour cause, la Confédération africaine de football a suspendu le capitaine et métronome des écureuils pour 2 matchs. Le 16 octobre dernier, face à l'Algérie, Stéphane Sesseyon a été expulsé par Jackson Pavaza suite à sa protestation des décisions arbitrales. Le Bénin a fait appel pour l'annulation de cette décision. Quelles sont les suites possibles de cet appel? Suivons les explications de l'ancien directeur des compétitions, Quentin Didavi. La décision ne pourra sortir que après le prochain match. C'est-à-dire, en tout état de cause, le mieux pour Sesseyon, c'est de faire un match automatique. On ne saurait annuler complètement ce carton-là qu'il a reçu. Donc le mieux pour lui, c'est de faire le match automatique, c'est-à-dire le match en Gambie. Et maintenant, le mieux, c'est que nous retrouvions notre capitaine contre le Togo à Cotonou ou à Bonobo. Tout est possible. L'arbitre est le seul maître, dit-on. Il est le seul à savoir ce qu'il reproche à Sesseyon. Mais une fois qu'il a eu à prendre cette décision, puisqu'il n'y a pas la VAR encore en Afrique, voire chez nous, il sera difficile que la décision de l'arbitre soit annulée. Vous voyez, les grandes instances du football tendent à la perfection. C'est pourquoi, au niveau de la FIFA, de l'UEFA, désormais, il y a ce qu'on appelle la VAR. J'espère que ça vienne très tôt en Afrique pour que ces petits problèmes soient réglés. Et comme je l'ai dit tantôt, revenir sur la décision va être un peu compliqué. Qu'on le veuille ou non, le match automatique doit être respecté. Alors, l'autre chose, je voudrais vous confirmer que la CAF ne peut pas envoyer des officiels sur un match et les envoyer en mission, en griffe. C'est une instance pour tous les pays africains. J'ai suivi de ma position le match Bénin-Algérie. J'ai constaté que l'arbitre a été très audacieux. Il a posé des actes vraiment qui vont à l'encontre des intérêts du Bénin, mais Dieu merci, ce que nous escomptions s'est passé, c'est-à-dire nous voulions gagner le match. Le match a été un match en direct. D'accord? Ça veut dire que au-delà même de ce que la Fédération béninoise de football fasse sa réclamation, au niveau de la CAF, il y a un service des médias qui suit tous les matchs. Donc, à travers ce service des médias, la CAF peut facilement s'autosaisir de cette situation et savoir prendre les dispositions qu'il faut pour que ces genres de situations ne se produisent plus. Moi, j'ai confiance en la CAF. Je sais que c'est des situations qui arrivent. Les arbitres, après tout, ils sont des hommes, même si parfois ils sont envoyés en mission, parce que il y en a qui jouent à ce jeu. Je n'en veux pour preuve que les anciennes sanctions dont vous avez eu vent au niveau de la CAF, je crois, voilà, l'arbitre ghanéen d'abord, ça c'était la FIFA.
après l'arbitre ghanéen, le tournoi de l'UFOA auquel le Bénin avait participé. Bref, il y a eu trop de situations au Ghana qui ont montré que les arbitres sont manipulés ou sont manipulables. Mais je crois que la CAF étant dans cette logique d'éradiquer complètement ce mal, après visualisation du match Bénin-Algérie, je crois qu'elle prendra une très bonne décision par rapport à la sanction infligée à ces séances. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Ezareo TV. www.ezareo-tv.pg